Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette vidéo concerne la dernière partie du chapitre 1 sur les notions de base en cristallographie. Eh bien, alors, dans cette dernière partie du chapitre 1, nous allons répondre à la question suivante, savoir comment est-ce qu'on sait que les motifs, comme par exemple ici, cette maille cristalline qui se présente sous le mode P primitif, comment est-ce qu'on sait que les motifs d'un cristal sont répartis d'une certaine manière? Bien entendu, les motifs d'un cristal forment ce que nous avons déjà vu ensemble à des plans réticulaires. Vous avez ici devant vous le plan réticulaire HKL. D'ailleurs, on peut même déterminer les indices de Miller, c'est-à-dire parallèle à X, parallèle à Y, donc H égale à 0, K égale à 0, et ce plan coupe Z en 1, C, donc L égale à 1. Ça, c'est le plan pair de la famille 001. Vous avez le plan qui lui est parallèle et équidistant d'une distance interréticulaire DHKL, ainsi de suite. Nous pouvons définir ou tracer la famille de ces plans réticulaires et vous le voyez bien que nos motifs sont présents sur ces plans réticulaires. Alors si on regarde deux plans consécutifs, par exemple ceux que je viens de montrer ici, et je ne prendrai, bien sûr on les regarde de face, et je ne prendrai à chaque fois qu'un seul motif sur chaque plan pour alléger bien sûr la représentation. Ce qu'on va faire, eh bien nous allons envoyer un rayon incident. Ce sont des rayons X, c'est-à-dire dont la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur de ce que nous voulons observer, c'est-à-dire l'ordre de grandeur de l'angstrom. Alors, ces rayons incidents arrivent sur un plan de la famille HKL avec un angle θ. Donc, pour chaque plan, les rayons arrivent avec leur propre angle θ. Ici, je ne prends qu'un exemple de plan réticulaire comme celui que je vous ai présenté ici. Ces rayons incidents, s'ils ne rencontrent rien, eh bien, ils vont poursuivre leur chemin. S'ils rencontrent des motifs, ils vont diffracter avec le même angle de diffraction θ que l'angle que le rayon incident, puisque ici nous avons affaire à des entités ponctuelles, donc extrêmement petites. Bien. Alors, vous imaginez bien que si j'ai le moyen de récupérer ces rayons diffractés, eh bien, j'aurai l'information que je veux, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, un rayon, ce n'est bien sûr pas simple comme ça, droite, représentative, c'est une onde avec une certaine longueur d'onde. Et Bragg, en 1912, a constaté que les rayons diffractent sous certaines conditions. Il y a des conditions précises de diffraction. Quelles sont ces conditions? Vous voyez ici que le rayon arrive sur le plan, un des plans de la famille réticulaire, des plans réticulaires HKL. Le deuxième ici ne va rien rencontrer, donc il ne nous intéresse pas. Le rayon que vous voyez ici, qui va arriver sur les motifs présents sur les plans réticulaires, le plan réticulaire qui est adjacent à celui qui est ici devant nous, eh bien, il va devoir faire une marche en plus pour atteindre le motif qui est sur le plan adjacent. Voici cette marche qu'il va faire en plus. Pour la diffraction, il s'agit de la même chose. Ici, les rayons vont diffracter, mais sur le plan qui est juste voisin, il va falloir faire une marche supplémentaire pour, bien sûr, repartir avec la même
on va dire, la même longueur, hein, voilà, la même distance que le plan qui est au-dessus. Alors vous imaginez bien que si cette différence de marche n'est pas correctement choisie, il y a un risque que l'onde ici reparte en opposition de phase avec l'onde du plan qui est au-dessus. Et il en est de même pour les autres plans, n'est-ce pas? Je n'en prends que deux et c'est valable pour tous les plans de la même famille. Donc, pour pouvoir observer un résultat de cette diffraction, il faut que tous les rayons diffractés partent, voilà, sortent avec la même emphase. Donc, pour qu'ils partent en phase et qu'ils ne s'annulent pas, donc s'ils partent en opposition de phase, ils vont s'annuler et je ne vais obtenir aucun résultat. Pour qu'ils partent en phase, il faut que la différence de marche soit égale à 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, n lambda. Bien, je reprends donc mon même schéma en éliminant tout ce qui ne nous est pas nécessaire à la compréhension. Donc, on a dit que la différence de marche qui est repérée ici par OH plus OK doit obéir à une condition qui est qu'elle est égale à n fois lambda pour que les rayons diffractés sur tous les plans de la même famille sortent en phase et que nous puissions avoir bien sûr le résultat de cette diffraction. Alors, quelle est la valeur de OH plus OK? On va faire un tout petit peu de géométrie, mais vraiment de base. Donc, vous êtes d'accord que ceci, hein, ce segment, c'est la distance interréticulaire. Vous avez devant vous un triangle rectangle. OK en est l'un des côtés. Il suffit de retrouver l'angle et bien entendu l'angle θ ici. Alors, où est-ce qu'il se situe? Bon, c'est un petit peu facile à repérer. Vous voyez que le côté DHKL, l'hypoténuse de notre triangle rectangle, ici, il est perpendiculaire au plan. D'accord? Vous voyez aussi que l'autre côté, celui-là, du triangle, il est perpendiculaire au rayon diffracté. Bien sûr, ce rayon diffracté est parallèle à celui-là, donc il est perpendiculaire à ce côté-ci aussi. Donc vous voyez que l'angle θ, celui-là, il est ici, puisque les côtés qui forment cet angle sont perpendiculaires aux côtés que vous avez ici. Donc voici notre angle θ. Eh bien, vous avez tout compris. OK est égal à quoi? Est égal à l'hypoténuse des HKL sinus θ. Comme la différence de marche, c'est OH plus OK, cette différence de marche, donc elle est égale à 2 en fait des HKL sinus θHKL. J'aurais dû ajouter un θHKL. Cet angle de diffraction, il est propre à la famille de plans HKL. Si on change de famille, on a un autre angle de diffraction. Bien sûr, comme la différence de marche, donc elle est égale à 2 des HKL, là j'ai mis l'indice, sinus θHKL, c'est égal à n lambda. Voici la condition de diffraction. Cette relation s'appelle la relation de Bragg, n étant un entier qui est appelé ordre de diffraction. Généralement, on prend l'ordre égal à 1, à moins qu'on vous dise dans l'énoncé d'un exercice le contraire. On vous demande pour un autre ordre. Donc, on prend 1 fois lambda, c'est 2 DHKL sinus θ. Cette relation de Bragg est la première relation que vous devez prendre par cœur. Parce que vous n'êtes pas obligé de la démontrer. Vous ne la démontrez pas, sauf si on vous le demande. Donc c'est pour ça que la démonstration reste quand même importante. Mais très souvent, il faut l'utiliser, tout simplement. Alors, une fois qu'on a notre relation de Bragg, qu'est-ce qu'on en fait?
Eh bien, pour pouvoir en faire quelque chose, il va falloir mettre en œuvre expérimentalement ce phénomène de diffraction. Cela se passe où? Cela se passe dans une chambre de Debye-Scherrer. Bon, ce que je montre ici, ce qui est dans votre programme, c'est la méthode dite des poudres. Actuellement, les méthodes sont un peu plus évoluées que ça, mais comme c'est dans le programme, donc c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, comment se présente cette chambre? Eh bien, elle est circulaire, et elle est tapissée. Donc, vous avez sur la paroi de cette chambre un film photographique. Vous avez compris pourquoi? Parce que quand on envoie un rayon à incident, s'il ne rencontre rien, il va frapper ou imprimer le film photographique. Ici, ça c'est la trace du rayon incident. S'il rencontre des motifs, il va être diffracté. Donc, chaque fois, la diffraction se fait avec un angle qui correspond au plan réticulaire, un plan réticulaire donné. Les motifs sont répartis en plusieurs types de plans réticulaires. Il s'agit des mêmes motifs, mais ils sont présents sur plusieurs types de familles de plans réticulaires. Donc, pour chaque plan réticulaire, vous avez un angle de diffraction. Pour voir les autres familles de plans réticulaires, bien sûr, il faut changer le sens de l'observation. Ça, on l'a vu quand on a parlé de milieu anisotrope. Pour faire cela, eh bien, notre poudre ou nos petits cristallites, on va les mettre ici au milieu et ils vont tourner. Donc, il y a un système qui permet de les faire tourner dans tous les sens pour qu'ils puissent s'offrir aux rayons incidents. Et comme ça, nous pouvons voir les plans rencontrés. Donc, ces plans vont diffracter avec un rayon, avec un angle de diffraction θ. Si vous avez une autre famille de plans, ils vont diffracter, c'est toute la famille va diffracter avec un autre angle θ. Alors pourquoi est-ce qu'ici j'ai marqué 2θ? 2θ c'est quoi? C'est entre le rayon incident et le rayon diffracté. Regardez ici. Donc je cherche l'angle entre le rayon incident qui est là et le rayon diffracté. θ, c'est l'angle entre le plan réticulaire et le rayon diffracté. Eh bien, bien entendu, l'angle qui est ici, c'est l'angle θ. Vous êtes d'accord? L'angle θ incident, il est de ce côté-ci aussi. Et donc, vous avez un angle de θ entre le rayon incident et le rayon diffracté. Revenons à notre chambre de Debye-Scherrer. Voici le rayon incident. Ceci est l'un des rayons diffractés, 2θ. Ces rayons forment un angle de θ avec le rayon incident. Ces rayons forment un cône de diffraction. Le cône de diffraction correspond à une seule famille de plans. Donc, pour une autre famille de plans, vous aurez un autre cône ici de diffraction. Et comme nous n'avons mis qu'un film photographique, donc de tout le cône, on ne verra que une raie de ce côté-ci et une raie de l'autre côté. Pour chaque famille de plans, nous avons un couple de raies qui sont symétriques par rapport à la trace du rayon incident. Donc, une fois qu'on a fini, que nos cristaux ou nos cristallites ont bien tournoyé dans tous les sens, donc le rayon incident a bien frappé, on va dire, tous les plans réticulaires présents au niveau des mailles cristallines. Donc, nous pouvons retirer notre film et l'étaler devant nous pour observer, bien sûr, ici la trace du rayon incident, puis les raies symétriques 2 à 2. Il y a une distance ici qu'on peut relever de L1, donc qui correspond à une famille de plans. Un autre couple de raies, la distance entre ces deux raies symétriques est L2 pour une autre famille de plans, etc., etc. Donc en calculant ou en mesurant
ces distances L1, on est capable de retrouver θ, ces distances LI, hein, donc L1, L2, etc. Nous pouvons déterminer les angles de diffraction θ1, θ2, etc. Et grâce à la relation de Bragg, nous pouvons déterminer les distances interréticulaires, D1 pour la première famille de plans, D2 pour la deuxième famille de plans, etc. etc. Alors, comment on fait? Donc, voici votre diagramme de diffraction. Quelle est la relation entre L et θ? Ici, c'est la chambre donc, circulaire de Beil-Scherrer. Vous avez ici le rayon incident. Vous avez ici le rayon diffracté pour une famille de plans, donc vous voyez, symétrique. Donc je ne vois pas ici toute l'arrêt, hein, puisque je regarde de face le film photographique. Ici, c'est le rayon de la chambre de Beil-Scherrer que nous connaissons. On est d'accord qu'entre le rayon incident et le rayon diffracté, c'est l'angle 2θi pour la famille de plans I. Donc, ici, c'est LI. Cette distance, par exemple, L1, on la mesure, on la connaît. Alors, comment on retrouve θ1 pour L1? Ensuite, bien sûr, θ2 pour L2, etc., etc. Ben, ça, c'est classique. Hein, vous maîtrisez bien votre géométrie, donc il n'y a pas de souci. Donc, L1 est égal à R fois 4 θi. Je suppose que vous êtes d'accord. Donc, LI égale à 4 θIR. Comme vous mesurez tous les LI, eh ben vous pouvez avoir vos θi sans problème. En utilisant la relation de Bragg pour un ordre de diffraction égal à 1, donc ce θi va vous donner quoi? Donc, la distance interréticulaire pour chaque famille de plans égale à lambda sur 2 sinus, la distance Li pour cette famille de plans sur 4R. Nous connaissons lambda, nous mesurons Li, nous connaissons R, nous pouvons déterminer les distances interréticulaires sans aucun souci. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces distances interréticulaires? Comment, d'une distance interréticulaire, je peux déterminer les indices de Miller? Donc, si je détermine les indices de Miller, je peux, c'est-à-dire je connais mon plan. Or, un plan, il est constitué de quoi? De motifs. Donc, je sais comment mes motifs sont organisés. En cube, en hexagone, etc. Je sais donc à quel système il appartient et même à quel mode il appartient. Alors, l'indexation des raies de diffraction, nous l'avons au programme que pour le système cubique. Donc, on est tranquille. On sait que nous sommes face à un système cubique. La question qui nous reste, c'est à quel mode du réseau appartient ce système. Est-ce que c'est une maille P, I ou bien F? Pour le système cubique, nous savons que la distance interréticulaire est égale à A sur racine de la somme des carrés des indices de Miller. Donc, puisqu'on a pu calculer la distance comme on vient de le voir tout à l'heure, comment obtenir HKL? Nous avons 3 inconnus, or nous n'avons qu'une seule expression. I carré, KI carré, LI carré. Sachant, je vous le rappelle, que les indices de Miller sont des nombres entiers. Quelles sont les valeurs possibles pour la somme de ces carrés? C'est bien entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Le 0 n'existe pas puisqu'on ne peut pas avoir un plan 0, 0, 0, c'est-à-dire il est parallèle à tous les axes. Donc c'est un plan fantôme qui n'existe pas. Donc les possibilités sont très limitées pour cette somme. C'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il peut aller jusqu'au bout, je n'en prends que 3. Alors, si HI carré KI carré plus LI carré est égal à 1,
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme plan réticulaire, indice de Miller? Quel indice de Miller on peut avoir pour avoir un carré égal à 1? Bien sûr, vous allez me dire 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Les moins aussi existent. Moins 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, etc. Donc énormément de possibilités. Mais grâce à la symétrie des systèmes cubiques, eh bien, le plan HKL ou KLH, ou moins H moins K moins L, ou moins L K moins H, ces combinaisons sont exactement les mêmes. Il s'agit des mêmes plans. Et ceci n'est valable que pour le système cubique grâce à sa symétrie. Donc, pour ne pas être perdu et avoir un nombre infini de possibilités, nous n'allons prendre que les plans pour lesquels H est supérieur à K, supérieur à L. Donc c'est pour ça que je ne prends que 1, 0, 0, parce que 0, 0, 1, c'est exactement le même plan. D'accord 0, 1, 0, c'est aussi la même chose, etc. Alors pour 2, on va faire la même chose, donc c'est 1, 1, 0, pour avoir la somme des carrés égale à 2. Pour 3, c'est 1, 1, 1. D'accord? Et on peut continuer comme ça. Bien. Comme la question à laquelle on va répondre, c'est, on sait que c'est une maille cubique, est-ce que c'est une maille P? Prenons une maille P et regardons le plan 1, 0, 0. Donc, il va couper l'axe des X en 1, parallèle à Y, parallèle à Z. Donc, ce sont les motifs en jaune qui forment le plan père, n'est-ce pas? Le papa. Voilà. Le plan qui lui est parallèle est équidistant. De quelle distance? Ah, maintenant, vous avez la formule. Donc, A sur, n'est-ce pas? A sur 1. Donc, 1. C'est un plan de la même famille. Et vous pouvez continuer à tracer tous les plans. Moi, je me contente de la maille. Hein. Eh bien, le plan 0, 0 est un plan de la maille P. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il a bien une existence. N'oubliez pas que les plans existent parce qu'ils sont formés de motifs. Donc, si un plan perd et toute sa famille prennent en compte tous les motifs, c'est que c'est un plan de la maille. Les plans de la famille 1, 0, 0 sont les plans de la maille P. Regardons maintenant 1, 1, 1, c'est-à-dire il coupe X en 1, Y en 1 et il est parallèle à Z. Donc, c'est les motifs jaunes. Voilà le père. Bien sûr, on va pouvoir représenter les fils qui sont distants de A sur racine de 2. C'est-à-dire racine de 2 sur 2A. Racine de 2A, c'est la diagonale d'une face. Donc racine de 2 sur 2, il est là, le plan fils et l'autre fils. Voilà trois représentants de la famille dans la maille. Eh bien, vous voyez que tous ces plans prennent en compte tous les motifs de la maille. Ce sont des plans de la famille 1-1-0. Regardons maintenant 1-1-1. Alors, ces plans-là, bien sûr, ils coupent X, Y, Z en 1-1-1. Le plan qui lui est parallèle et équidistant de A sur racine de 3, il est là, même si c'est un peu compliqué à voir, nous allons revenir à ces plans, nous allons en avoir besoin au cours de notre deuxième chapitre, donc je ne vais pas m'attarder énormément, vous allez juste me faire confiance, et quand je vous dis que tous les plans de la famille 1-1-1 tiennent compte de tous les motifs de la maille P, c'est aussi un plan, ce sont des plans de la maille P. Alors, on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini et on va arriver à une même conclusion. Les plans possibles et imaginables que vous avez en tête sont des plans de la maille P. En est-il de même pour la maille I? Faisons la même chose. La maille I, c'est-à-dire vous avez un motif au milieu. Les plans de la famille 1, 0, 0, on n'y revient pas, on vient de les tracer. Est-ce que ce sont des plans de la maille I? Eh ben non.
parce que le motif du milieu n'est pas pris en compte par ces plans. Donc ces plans n'existent pas. N'existent pas, c'est-à-dire ils ne diffractent pas. Vous n'aurez pas un θ, un angle de diffraction correspondant à ces plans. L'autre plan A10, par contre, lui, oui, puisque le plan d'ailleurs pair passe par celui du milieu. Donc les plans de la famille 1, 1, 0 sont des plans de la maille I. Et concernant la maille, les plans 1, 1, 1, eh bien, on a le même problème, le même souci. Le motif du milieu n'est pas pris en compte par ces plans. Il est entre ces deux plans. Ces plans sont en racine de 3 sur 3 et le motif du milieu, il est en 1,5. Donc, pour la maille I, quels sont les plans de cette maille? Eh bien, 1, 0, 0, non. 1, 1, 1, 1, 1, 0, oui. 1, 1, 1, oui. On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. On en aura 1 sur 1. Terminons par le mode F, plan, c'est-à-dire les faces sont centrées. Alors, pour les plans 1, 0, 0, ben non, puisque ces motifs des faces si latérales ne sont pas pris en compte par cette famille de plans. Pour 1, 1, 0 de même, les motifs là que vous voyez sur ces faces-là, que j'ai marquées en blanc, ne sont pas pris en compte par cette famille de plans. Par contre, 1, 1, 1, oui, les plans de la famille 1, 1, 1 prennent en compte tous les motifs. C'est-à-dire que pour le mode F, ce plan-là n'existe pas, celui-là n'existe pas, celui-là, oui. Alors comment on fait? Est-ce qu'on va s'amuser à tracer les plans père et tous les fils pour savoir si ce sont des plans du mode ou pas? Eh ben non, c'est compliqué à faire. Donc en fait, nous pouvons déduire quelque chose d'extrêmement simple, et je pense que vous l'avez un peu compris. Donc si on s'amuse à aller au-delà de 3, 4, 5, 6, vous pouvez retrouver tous les plans. Vous allez remarquer que pour 7, on ne peut pas trouver une combinaison de HKL qui vous donne un 7 ici, pour H carré plus K carré plus L carré. Il y a certains cas, comme pour 9, vous pouvez trouver deux possibilités, parce que en respectant H supérieur à K supérieur à L. Alors, vous remarquez que pour le mode P, il n'y a aucune condition sur HKL, vous prenez tous les plans diffracts quand vous avez une maille dans le mode P. Pour le mode I, que remarquez-vous? Eh bien, nous ne prenons dans toute la liste des plans que ceux pour lesquels la somme des H, K et L est paire, c'est-à-dire la somme des H carré, K carré, L carré paire. Donc un plan sur deux. Pour le mode F, qu'est-ce que vous remarquez pour le mode F? Qu'est-ce que nous avons pris en compte? Que les plans pour lesquels les indices de Miller ont la même parité. Donc vous prenez toutes les familles de plans possibles et imaginables, et le mode F, vous ne tenez compte que des plans pour lesquels il y a la même parité. Ici, 1 est impair, les zéros sont pairs, donc non. 1 est impair, 0 pair, non. Ici, les 3 sont impairs, donc oui, ce plan existe. Les 3 sont pairs, oui, le plan existe, etc., etc. D'accord? J'espère que ça a été clair. En tout cas, nous avons ensemble un exercice d'application pour l'indexation des raies. Donc, il faut être présent au cours et au TD pour maîtriser un petit peu mieux ces notions. Et comme ça, nous en avons fini avec notre premier chapitre. À bientôt.